Donc bonjour à tous et puis merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire des midis du dialogue social et des transitions organisé par la conférence sociale régionale. Nous sommes secrétaires MEDEF et CFDT de cette conférence sociale. Euh, donc, c'est nous qui allons co-animer aujourd'hui, Nicolas Ballanger et moi-même, ce premier webinaire au nom de l'ensemble des organisations qui sont membres de la conférence sociale, organisations salariales et organisations patronales que vous avez pu voir sur le premier slide. Le webinaire va se décomposer en trois parties. Une première partie pour vous rappeler un petit peu le contexte de cette conférence sociale et de l'origine donc de ce premier webinaire. Une deuxième partie qui sera confiée à un expert pour nous rappeler donc la thématique et les décrets autour de cette thématique. euh, et puis une troisième partie qui sera un témoignage. Alors c'est de l'entreprise Charrier avec deux représentants, un syndical et un représentant de la direction, pour illustrer en fait les enjeux de ce webinaire. Pour revenir sur le contexte de la conférence sociale, il faut savoir qu'elle a été donc initiée et engagée à l'issue ou à la sortie donc de crise du Covid pour anticiper en fait les potentiels risques sur l'emploi. À l'époque, cette première conférence sociale, présidée, il faut le rappeler aussi par le préfet de région Dretz, donc représentant, et par la région des Pays de la Loire, avait pour but d'aider en fait les employeurs et les salariés à revenir à l'emploi dans les meilleures conditions sanitaires à l'époque, conditions de travail, mais aussi à revenir sur le retour, puisque de nombreux PGE avaient été mis en place, hein, souvenez-vous, donc une période de crise qui nécessitait un dialogue social et donc des solutions trouvées entre employeurs et salariés. Euh, Elle a eu plusieurs séquences, cette conférence sociale, hein, 4-5, donc toujours sur ces thématiques. Et en fait, l'année dernière, il y a une réflexion sur d'autres enjeux. Et l'enjeu donc de la transition écologique juste et du réchauffement climatique nous sont apparus essentiels. Les entreprises sont au premier plan pour engager ces transformations, ce qui nécessite d'adapter des stratégies, de prévenir les risques pour la santé des salariés, de se réorganiser et aussi d'anticiper l'évolution des métiers et des compétences. Donc c'est le but même de la conférence sociale régionale dont je laisserai Nicolas en parler tout à l'heure, qui a eu lieu donc en octobre dernier. Que l'on soit chef d'entreprise ou salarié, on a tous collectivement à faire face en fait à cet immense défi de la transition écologique et à son adaptation. C'est pourquoi donc toutes les parties prenantes de la conférence sociale ont partagé cette conviction. Le dialogue social, c'est le puissant levier, voire incontournable pour ces transformations et l'adaptation réussie de cette transition. Voilà un petit peu pour l'historique de de cette conférence sociale. Et je laisse Nicolas reprendre la parole pour nous parler plus de cette thématique qui avait été choisie. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc pour poursuivre la présentation de Frédéric, redire que effectivement il y a eu un événement de lancement de la conférence sociale en octobre dernier, et d'une manière générale, la conférence sociale, elle a inscrit ses travaux dans le cadre du plan d'action de la COP régionale, notamment dans sa partie, il y a différents sujets, dans sa partie mieux produire. Un des axes de la COP régionale en Pays de la Loire, c'est bien de sensibiliser les décideurs, de renforcer la transparence et le dialogue au sein des entreprises et systématiser les retours d'expérience et renforcer l'attractivité des métiers en les adaptant aux enjeux de la transition écologique. L'objectif de ce webinaire, alors je tenais à le préciser, c'est un webinaire entre guillemets test, c'est une première pour nous. C'était pas mon micro, voilà, pardon, excusez-nous. Ben, juste au moment où je disais justement, c'est un webinaire test. C'est une première et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un cadre général et législatif sur une problématique spécifique et de l'illustrer ensuite par des actions de terrain en entreprise
parce que au-delà de la réglementation, on cherche justement à partager ces bonnes expériences. Donc, on a l'entreprise Charrier avec 2 représentants, tu l'as dit Frédéric, qui viendra illustrer une bonne pratique de dialogue social et professionnel sur le sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est donc la thématique travail et forte chaleur, prévenir et dialoguer, puisque 2 axes de travail plus généraux de la conférence sociale, c'est un, les conditions de travail et la qualité de vie au travail, et 2, les enjeux en termes de développement des compétences et d'évolution des métiers. Donc aujourd'hui, on se concentre sur les conditions de travail et cette problématique travail et forte chaleur. On va débuter avec une première séquence, une première présentation de Monsieur Alain Olivier pour la DRETS, qui va nous présenter les éléments clés du décret en vigueur pour une durée d'environ 15-20 minutes maximum. Et puis, on aura ensuite donc une deuxième séquence avec le témoignage croisé entre Pascal Devigne, qui est délégué syndical à Charrier, et représentant de l'employeur, Constant Charrier, DRH de l'entreprise. On aura, pour finir, un temps d'échange sur la base de vos questions que vous pouvez poser donc dans le chat dans un premier temps. Monsieur Olivier, je vous propose de vous donner la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ballanger. Effectivement, donc Alain Olivier, je suis responsable des politiques travail au sein de la DRETS Pays de la Loire, et aujourd'hui, à la demande des organisateurs de cette conférence sociale, j'interviens sur un risque qui est le risque chaleur, puisque 2 notions se percutent: transition écologique, transition climatique, et aujourd'hui nous avons une réglementation qui s'adapte, et qui s'adapte notamment au travers d'un décret qui est paru l'année dernière, le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur. Alors ce n'est pas complètement une nouveauté, c'est-à-dire que auparavant il existait des instructions qui étaient données par la Direction générale du travail, qui est donc l'autorité centrale de l'inspection du travail, sous forme d'instructions annuelles pour demander aux services de contrôle de porter une attention particulière aux épisodes de chaleur intense dont nous avons tous pu constater les uns et les autres dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle, qu'ils ont tendance à se multiplier et à devenir de moins en moins exceptionnels et à devenir même récurrents. Et tenant compte de cette évolution et de ce changement climatique, eh bien, le législateur a produit un décret qui a permis de rebalayer l'ensemble du risque et de d'étendre les dispositions. Alors, je vais vous en présenter quelques aspects rapides, puisque ce décret est venu préciser et renforcer les obligations de prévention contre les risques liés à la chaleur. Comme je vous le disais auparavant, nous avions des instructions qui étaient applicables plutôt aux épisodes de chaleur intense, et désormais, nous avons un décret qui, à la fois, touche ces épisodes de chaleur intense, mais qui comprend des dispositions qui sont applicables toute l'année et qui induisent des dispositions spécifiques pour renforcer l'obligation de prévention, pour formaliser des seuils d'alerte, préciser des mesures minimales obligatoires, on le verra tout à l'heure, élargir les secteurs concernés, et au-delà même de l'élargissement des secteurs concernés, auparavant on parlait beaucoup des secteurs qui travaillaient en extérieur, et aujourd'hui on ne fait plus cette distinction, on parle bien des postes de travail qui sont en extérieur et également en intérieur, et puis effectivement donner à l'inspection du travail que je représente aujourd'hui un cadre clair d'action. Voilà, si on peut passer à la diapo suivante. Alors, je vous ai fait sur 2-3 slides une petite comparaison avec le avant et le après ce décret du 27 mai. Eh bien, avant, on parlait essentiellement de chauffage des locaux et on parlait essentiellement de la saison froide. Et puis, on parlait effectivement de l'obligation ou de la possibilité pour chaque salarié, pour chaque travailleur, pour chaque collaborateur, de bénéficier d'avoir de l'eau potable fraîche pour la boisson. Et aujourd'hui, nous sommes passés
dans une autre approche, puisque on ne regarde plus simplement la saison froide, mais on passe dans une obligation de maintenir une température adaptée à l'activité des travailleurs et à l'environnement dans lequel ils évoluent en toute saison. Et donc, on est bien sur une approche à la fois froid et à la fois chaud pendant les périodes printanières et estivales. Et, conséquence induite, l'obligation de mettre à disposition des travailleurs une quantité d'eau suffisante, d'eau potable fraîche. Ce n'est plus uniquement pour la boisson, mais c'est également pour se désaltérer et se rafraîchir. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Auparavant, c'est ce que je vous disais, on raisonnait essentiellement par rapport aux postes de travail extérieurs et le Code du travail demandait à ce que ces postes de travail extérieurs soient aménagés de sorte à ce que les travailleurs soient protégés dans la mesure du possible contre les conditions atmosphériques. Et on disait que les équipements de protection individuelle devaient être adaptés au risque, évidemment, et au poste, mais on ne citait pas effectivement l'ambiance, on ne citait pas spécifiquement l'ambiance de travail. Désormais, on parle des postes de travail au sens large, qui doivent être impérativement aménagés de sorte à protéger les travailleurs contre les effets des conditions atmosphériques, notamment les élévations de température. Et de même, on parle toujours évidemment d'équipements de protection individuelle qui doivent être explicitement choisis en tenant compte des risques, mais ils doivent tenir compte également des conditions atmosphériques dans lesquelles ils sont utilisés. Évidemment, ça ne sert à rien de donner à un collaborateur un casque qui, en pleine chaleur, qui n'aura pas un minimum de ventilation puisqu'il sera quasiment importable. Les épisodes de forte chaleur, avant, c'est ce que je vous le disais, on l'appliquait essentiellement au secteur du BTP. Aujourd'hui, on l'applique à tous les secteurs d'activité, peu importe l'environnement du travail, que ce soit, je vous le disais, des postes en intérieur ou en extérieur. Et tout à l'heure, je vous déclinerai un petit peu ce que l'on a pu faire en Pays de la Loire au cours de l'été dernier. Et nous sommes intervenus effectivement dans de multiples secteurs. Je vous laisse apprécier, par exemple, en épisode de canicule, eh bien, les conditions de travail dans une secteur de la boulangerie, par exemple, avec les fours qui sont en route, ou lors de l'intervention de services de maintenance dans les faux plafonds, ou, etc., etc. Donc il y a tout un tas de secteurs d'activité où il n'y a pas d'intervention en extérieur, mais pour lesquels l'impact des conditions atmosphériques extérieures est extrêmement important. Ces dispositions sont également désormais applicables aux travaux forestiers et aux travaux sylvicoles, de même évidemment qu'aux travaux agricoles. Aujourd'hui, le calibrage des mesures de prévention, il va y avoir une évaluation des risques professionnels, on va en reparler, mais le calibrage des mesures de prévention va être calqué sur le dispositif d'alerte de Météo France, avec, vous connaissez tous et toutes les différents seuils, la vigilance verte, la vigilance jaune, la vigilance orange, et la vigilance rouge. L'appréciation, l'évaluation du risque chaleur ne diffère pas de l'évaluation des autres risques. Le Code du travail en matière d'hygiène sécurité, il est toujours construit de la même manière et le support, le socle, c'est l'évaluation des risques professionnels. Donc l'employeur devait évaluer l'ensemble, auparavant, il devait évaluer l'ensemble des risques professionnels, dont celui lié aux épisodes de chaleur au titre de son obligation générale d'évaluation. Mais aujourd'hui, il y a un article spécifique qui l'oblige effectivement à le faire lors des épisodes de chaleur intense et pour les postes de travail en intérieur, en extérieur. Cette évaluation des risques professionnels, il ne la fait pas tout seul, bien sûr. S'il emporte, c'est à lui de la faire. C'est une évaluation des risques professionnels qui se fait en concertation avec les travailleurs et l'employeur, de telle manière à se faire rencontrer le travail prescrit
et le travail réel pour arriver à une juste évaluation des risques et à une bonne prise en compte ou une bonne adaptation des mesures de prévention. Une disposition particulière qui concerne les travailleurs vulnérables. Alors, c'est une mesure d'évidence que j'énonce là. Les travailleurs particulièrement vulnérables aux risques liés aux fortes chaleurs doivent bénéficier de mesures de prévention adaptées. Alors, encore faut-il effectivement être en capacité d'identifier ces travailleurs vulnérables. Et ce travail d'identification va se faire en lien avec les services de prévention et de santé au travail. L'employeur est tenu de définir les modalités de signalement en cas de malaise ou de détresse due à la chaleur, mais aussi les comportements à adopter pour porter secours aux autres travailleurs. Et un rappel spécifique, mais qui n'est pas une nouveauté du Code du travail, qui est interdit de faire travailler les jeunes de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des températures extrêmes. Alors tout ça concrètement, ça s'organise comment ? Eh bien d'abord, ça se détermine par un document unique d'évaluation des risques qui va pleinement intégrer le risque chaleur et qui va pleinement intégrer des mesures de prévention ou une analyse du risque pérenne et une analyse du risque en épisode de forte chaleur. Ça se concrétise par la désignation d'un responsable de la préparation de la gestion de la vague de chaleur. Ça se concrétise par un examen diagnostic, un contrôle des bâtiments et des équipements afin de recenser les postes de travail les plus exposés. Et puis, ça se concrétise par des méthodes ou des moyens simples, vérifier les réserves d'eau et informer tous les salariés des moyens de prévention des symptômes d'alerte. Ensuite, c'est comment faire face à ces épisodes ? Eh bien, par l'aménagement des horaires de travail pour limiter l'exposition, la mise à disposition, on l'a dit, d'eau potable et fraîche, donc ce qui implique des moyens pour conserver l'eau de manière réfrigérée, de mettre à disposition des protections individuelles compatibles avec les fortes chaleurs. J'ajoute d'ailleurs que l'aménagement des horaires peut être combiné justement avec la nécessité de porter des protections individuelles dont le port peut être pénible. Je vous prends l'exemple, par exemple, de l'amiante. Eh bien, il y a des durées du travail qui sont prévues pour tenir compte, non pas de la chaleur, mais pour tenir compte de la nécessité de porter des équipements de protection individuelle qui peuvent fatiguer et avoir des conséquences. Donc, l'aménagement des horaires de l'activité de l'entreprise peut être combiné aussi avec les contraintes liées au port de certains équipements de protection individuelle. Quatrième possibilité, c'est mettre à disposition des moyens de protection et de rafraîchissement. Informer bien sûr les salariés de la marche à suivre en cas de situation anormale. Et ensuite, surtout, mais comme toute évaluation du risque, faire un retour d'expérience, évaluer et analyser la manière dont ont été gérées les vagues de chaleur passées, évaluer et analyser la manière dont ont été traités, gérés les événements indésirables pour identifier les points forts, les points faibles et par voie de conséquence, les axes de progrès. Au jour d'aujourd'hui, l'inspection du travail est attentive à ces dispositions-là. Nous avons des instructions qui sont claires de la part de notre autorité centrale pour intervenir sur ces sujets. Alors, une prescription spécifique pour les épisodes de chaleur intense a été ajoutée dans le Code du travail pour nous permettre de faire une mise en demeure préalable sur le sujet, mais comme vous le voyez, par exemple, donc c'est-à-dire que si nous constatons une situation où il n'y a pas eu d'évaluation du risque, on va demander à l'entreprise de faire l'évaluation du risque et elle a 8 jours pour le faire. Je vous laisse apprécier les épisodes de chaleur intense. Vigilance orange, vigilance rouge, généralement, heureusement, se limite encore à quelques jours. Donc là, c'est plutôt, je dirais, un outil que nous utilisons maintenant, en période froide, pour inviter les entreprises à, si nécessaire,
à compléter leur évaluation du risque sur la problématique chaleur. Plus important, par contre, ce sont les contrôles que nous sommes amenés à faire. Donc, durant la période estivale 2025, au niveau national, ce sont 5800 contrôles qui ont été faits, dont près de 500 au Pays de Loire. L'année dernière, c'était 1000 sur toute la France. Donc vous le voyez, on a multiplié par quasiment 6 le nombre de contrôles, et ces contrôles, ces visites ont couvert de nombreux secteurs d'activité où les salariés sont exposés à la chaleur, donc le BTP bien sûr, l'agriculture, l'industrie, la restauration. Dans de très nombreux cas, il n'a pas, enfin, les entreprises n'ont pas attendu l'inspection du travail pour mettre en place des mesures adaptées. Et effectivement, un certain nombre des mesures que je vous ai décrites précédemment étaient déjà en place. Bon, comme toujours, je dirais que nous intervenons essentiellement auprès des réfractaires. Comme toujours, nous avons trouvé quelques interlocuteurs un peu plus réfractaires où il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait et pour lesquels il est nécessaire d'avoir un discours un petit peu plus réglementaire. Mais ce que je vous ai évoqué là, de mon point de vue, procède moins des obligations réglementaires que des mesures de bon sens. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la présentation de ce décret. Je me permets de prendre la main et de vous remercier, Monsieur Olivier, de nous avoir rappelé en fait toutes ces réglementations. On pourrait sourire de faire un webinaire sur la thématique du risque chaleur en plein hiver, mais ce dialogue social, c'est aussi de la prévention. Donc, vous avez noté qu'il y a un enregistrement donc de ce webinaire. Je pense que le replay sera bon d'être diffusé régulièrement et surtout donc à la veille de ces vagues de chaleur qui risquent, on le sait, et le risque est bien fort d'arriver à nouveau. Nicolas, je te laisse peut-être présenter désormais nos témoins. Oui, merci. Donc, on souhaitait, et, on vous l'a dit, illustrer avec un cas concret. Donc, je tiens à remercier l'entreprise Charrier et ses deux représentants, Constant Charrier, directeur des ressources humaines, et Pascal Devine, délégué syndical CFDT, de nous partager donc leur process, expérience et les dispositifs mis en place dans l'entreprise pour faire face à ces vagues de canicule. Donc, je crois, Pascal, c'est toi qui commence ou Constant? Pascal, je crois. Alors, C'est le micro, vous m'entendez? oui, on t'entend. Donc, je vais commencer par les dispositifs qu'on a mis en place au sein de l'entreprise avec le bracelet coup de chaleur. On doit avoir le slide normalement avec la présentation. Donc, c'est un bracelet qui évolue d'année en année. C'est un bracelet qui est assez simple à porter, très simple d'utilisation. Une fois qu'on le reçoit, on l'enclenche une fois et il se met en marche, c'est parti pour 5 mois. Il y a 3 dispositifs d'alerte sur ce bracelet. On a l'alerte voyant lumineux, la vibration et une alerte sonore. Et ça permet aussi d'alerter les salariés à côté qui ne le portent pas forcément ou qui n'ont pas fait la demande. Pour l'instant, dans un premier temps, c'est sur demande du salarié. On les fournit sur demande du salarié, à part pour les équipes d'enrobés qui travaillent des produits chauds, où c'est une obligation de le porter, dû à leur situation et le fait de travailler avec des produits avec des températures élevées. Ensuite, ils ont changé un peu le format de leur bracelet, surtout au niveau des bracelets, car les premiers bracelets étaient en tissu et pour tous les salariés qui travaillaient avec l'amiante, ça posait un souci dans le sens où des résidus d'amiante pouvaient s'accrocher au bracelet
Et au niveau du nettoyage des bracelets, ça compliquait la chose. Donc là, maintenant, c'est des bracelets en silicone qui se nettoient très bien et qui font que on peut repartir avec un bracelet propre et sans avoir de soucis derrière. Ensuite, pour tout ce qui concerne les EPI, on a en place donc forcément des casques ventilés pour tous les salariés. On met à disposition des calots réfraîchissants pour mettre sous le casque. Alors c'est des calots, qu'on trempe dans l'eau et qu'on essore et ça garde la fraîcheur, ça produit de la fraîcheur pendant au moins 1 heure. Donc c'est des choses à répéter derrière. On a des salariennes aussi. Et pour tout ce qui est de l'eau, ils ont des bouteilles d'eau donc à volonté, hein, et on essaie de privilégier les gourdes dans un esprit aussi un peu écologie pour éviter de se servir de trop de plastique quand même. Donc on a mis des gourdes à disposition qui peuvent remplir au besoin. Et pour tout ce qui est remontée du terrain et analyse du terrain, on a un programme qui s'appelle le programme PEPS, qui est un programme d'excellence pour la sécurité. Dans ce programme-là, on fait remonter la voie du terrain avec des ateliers de progression formés et constitués que de salariés du terrain. Donc, qui nous font remonter les problématiques qu'ils ont et qui travaillent sur les sujets, qui mettent en œuvre les différentes façons de faire sur le terrain. Et on en prend compte et on agit en conséquence. Voilà ce que je peux dire sur les fortes chaleurs et sur la discussion, le dialogue social. Merci Pascal. Monsieur Charrier, peut-être si vous le souhaitez dire un mot de l'entreprise aussi, on aurait peut-être dû commencer par là. Pas de souci. Donc, je me présente effectivement Constant Charrier, directeur des ressources humaines de l'entreprise Charrier. Charrier, c'est 1800 collaborateurs dans le Grand Ouest, dans des métiers effectivement liés aux travaux publics, aux carrières et aux espaces verts. Et donc, comme l'a dit Monsieur Olivier tout à l'heure, on fait partie des secteurs d'activité qui sont le plus soumis à ces problématiques de forte chaleur. Et comme il l'a été dit aussi tout à l'heure par Monsieur Olivier, c'est vrai qu'on n'a pas attendu, effectivement, au regard de notre activité, la réglementation, on s'en est saisi bien en amont, parce que effectivement, on avait des retours de plus en plus importants sur la difficulté de travailler avec les épisodes de forte chaleur. Donc Pascal en a parlé. Pascal a parlé effectivement des bonnes pratiques qu'on a commencé à mettre en place. Je vais développer un petit peu sur certaines d'entre elles. Effectivement, la première, le bracelet coup de chaleur, c'est une vraie avancée pour nos métiers, et surtout dans la sensibilisation de notre personnel sur la chaleur et surtout la chaleur corporelle, parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'on peut faire une insolation et c'est le corps qui va répondre. Et à ce moment-là, d'avoir une notification, je dirais entre guillemets, via le bracelet, ça permet vraiment de sensibiliser en amont les salariés. Effectivement, dans les autres bonnes pratiques, c'est celle qui est à l'affiche ici. Ça c'est une bonne pratique qu'on a mis en place, donc effectivement avec les salariés, notamment Pascal en a parlé, je vais revenir dessus vis-à-vis de notre démarche sur notre démarche PEPS, qui est notre programme d'excellence pour la sécurité. Et donc là, c'est la procédure sur le travail par forte chaleur qu'on a mis en place il y a 3 ans déjà et qu'on alimente tous les ans avec les retours terrain pour la faire évoluer. Et aujourd'hui, qui est une procédure, ce qui est intéressant déjà, surtout, c'est commune à tous nos métiers et à toute l'entreprise, avec des règles qui s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise. Et je pense qu'il est important de mettre ça en avant. Ça a été fait en partenariat avec les élus, partenariat avec les salariés, dans le cadre de notre démarche PEPS, que je vais vous expliquer juste après. Donc, je vous ai mis rapidement vous voyez, c'est une procédure en 4 pages qui se veut aussi être facile d'accès et facile à mettre en place et à comprendre. On est parti effectivement sur le système des vigilances Météo France, on est reparti de là et on est venu l'étayer de plus en plus avec le système donc vigilance rouge, bien entendu, tout s'arrête, vigilance orange,
eh ben, on fait attention, on regarde par rapport au type de chantier. Si on a des chantiers mécanisés, ce qui est notre cas, eh ben, c'est vrai que les salariés sont dans des cabines qui sont climatisées, des cabines d'engins climatisées, donc il y a peut-être moins de sensibilité sur la forte chaleur à ce moment-là. Par contre, dès qu'on a des gens qui sont à pied, on peut être amené à arrêter le chantier. Et ce qu'on est venu compléter, ça a été dit tout à l'heure, c'est notamment sur les vigilances orange. Nous, on arrête tous nos alternants, tous nos mineurs. Donc ensuite, on a tout un système de pays dont Pascal a parlé, je vais pas revenir. Et puis, vous avez un petit peu des différents points sur les bracelets coups de chaleur, les sahariennes, etc., etc. On a la chance, en plus, d'avoir un médecin du travail en interne qui nous a permis aussi de travailler conjointement sur le sujet pour avoir les bonnes pratiques, etc., etc. Bon, on n'en est pas. Enfin, nous, notre métier, on est clairement dans une situation où il va falloir qu'on se pose vraiment encore des questions sur le sujet de l'activité en été. Historiquement, nos métiers, c'est des activités très fortes en été. Et je le dis en toute franchise, on se pose aujourd'hui la question, en tout cas moi je me la pose, est-ce qu'on arrivera encore à travailler en été dans nos métiers demain? Et je pense qu'il faut qu'on se projette un peu plus là-dessus. Alors peut-être sur nos... Et ça va être un travail qu'on va faire avec nos délégués, dans le dialogue social avec nos différents délégués syndicaux et nos représentants du personnel, c'est comment on adapte notre activité sur une période qui était historiquement haute, qui deviendrait une période basse dans nos calendriers d'annualisation. Et comment on arrive à travailler peut-être sur d'autres périodes un peu plus que cette période de juillet-août notamment qui peut être un peu conséquente et en termes de chaleur. C'est vrai qu'on ne voit que malheureusement, je pense que le début et que ça va s'intensifier. Donc il faut qu'on soit en amont là-dessus pour permettre à nos salariés d'être protégés. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on est en train de regarder. Si je vais sur la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc c'était présenter un petit peu notre programme PEPS pour parler effectivement, quand on parle de dialogue social, chez nous, on parle bien sûr de nos relations et de nos échanges avec les différents délégués du personnel ou délégués syndicaux, mais on a vraiment renversé la table il y a 2-3 ans et c'est dans ce cadre-là notamment qu'on avait travaillé les fortes chaleurs et qu'on a dupliqué cette procédure, c'est qu'on a renversé la table en travaillant sur la voie du terrain. Et la voie du terrain, pour nous, c'est vraiment la chose la plus importante aujourd'hui. Et c'est notre programme d'excellence pour la sécurité, c'est-à-dire que c'est les salariés du terrain qui font nos procédures sécurité aujourd'hui, parce que c'est eux qui sont le plus à même de nous dire ce qui se passe vraiment sur le terrain, comment ça se passe, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, notamment sur les fortes chaleurs, c'est un bon exemple, pour qu'on puisse justement mettre en place des procédures, mais c'est eux qui les mettent en place. C'est plus la direction qui dit c'est comme ça et vous allez faire comme ça, c'est plutôt l'inverse aujourd'hui. Et donc là, vous avez quelques photos de différents groupes de travail qu'on a mis en place sur différentes thématiques depuis 2 ans, 3 ans, et qui sont sur des personnels que vous avez en photo, des personnels de terrain. Et donc, on échange régulièrement, on met des ateliers de progression en place et sur différents thèmes, et notamment les fortes chaleurs. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et l'expérience qu'on a menée au sein de Charrier et qu'on va continuer à mener parce que les fortes chaleurs, ce n'est que le début, malheureusement. Merci Constant. Juste vous rappeler que vous avez la possibilité d'intervenir. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez dans un premier temps passer par le chat. Et de mon côté, je voulais rebondir sur ce que vous venez de présenter, Monsieur Charrier, et demander à Pascal par rapport à ce dispositif, la place des élus. Est-ce que du coup, ils sont... Pascal, vous êtes impliqué également dans la remontée et la mise en pratique de ce qui arrive par le témoignage de ces salariés. Voilà, si vous voulez apporter un complément. Alors, vous n'avez pas votre micro, Pascal, et par contre, Monsieur Olivier, si vous voulez bien, on vous redonnera la main juste après. Merci. Oui, oui, donc oui, au niveau du dialogue, comme vous l'avez sûrement vu, il n'y a aucun souci au sein de l'entreprise. Et moi, en tant que délégué, je fais partie du COPIL. Et le COPIL, c'est des membres qui orientent la stratégie en matière de sécurité de l'entreprise.
Et donc, je fais aussi le lien avec le C2SCT et les délégués du personnel, en sachant que le COPIL se renouvelle régulièrement. Donc, tout le monde y passe à un moment ou à un autre. Et c'est en lien aussi avec le C2SCT. Il y a une bonne communication entre ces différents groupes de travail. Merci de ce complément et je pense que ça va susciter d'autres questions, mais laissons peut-être Monsieur Olivier intervenir, hein. Oui, Monsieur Charrier, Monsieur Levim, je voulais vous poser une question. Vous nous faites une présentation d'une démarche qui est tout à fait intéressante, tout à fait novatrice et qui s'appuie sur des leviers divers. Et ben, j'avais envie de vous demander, quand vous évoquez ce que vous faites au sein de Charrier auprès de vos collègues, eh bien, quel est le regard aujourd'hui du secteur d'activité? Est-ce que tout le monde s'engage sur cette voie-là? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées au niveau de la branche? Comment tout ça s'organise? J'ai l'impression que vous êtes un peu pionnier, là, vous êtes parti en avant, mais comment ça s'organise alors à votre niveau derrière, je ne sais pas comment il faut le dire. Pascal, tu veux que je réponde? Oui. Merci pour la question. C'est une très très bonne question parce que très clairement aujourd'hui, alors pionnier, je vous remercie, Monsieur Olivier, mais c'est vrai que bon, on n'est pas. Il y a des grands groupes du BTP qui ont déjà mis des démarches en place sur le sujet. C'est vrai que nous, on arrive là maintenant à une taille où il est nécessaire d'avancer, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de profession. Ce sujet-là, je pense qu'en plus l'actualité cet été a été une actualité très marquée par notamment un accident mortel en Vendée qui nous a très fortement affectés. Et c'est vrai que notre volonté, et moi je vous prêcher un convaincu, c'est que toute la profession s'engage sur ce type de démarche-là, parce que ça ne fera que grandir la profession et surtout rendre attractif notre métier qui l'est malheureusement de par l'actualité, comme vous l'avez dit, et en plus, quand on parle de forte chaleur, qu'il est de moins en moins. Donc, c'est pour nous une obligation. Déjà, pour l'humain, c'est notre première volonté, c'est-à-dire protéger les femmes et les hommes qui travaillent tous les jours dans nos métiers, mais surtout pour que les jeunes s'engagent dans nos métiers. Et il est nécessaire et vital qu'on avance sur ces sujets-là et pas attendre qu'il y ait des problèmes. Et pour compléter mon propos et répondre encore un peu plus à votre question, malheureusement, et je vais être très clair, ce n'est pas le cas partout aujourd'hui. Je pense qu'il est nécessaire aussi que nos maîtres d'ouvrage, nos donneurs d'ordre prennent le sujet en main aussi par rapport à ça et que le prix ne soit pas forcément que la variable et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui viennent en compte. Et notamment, c'est vrai que travailler l'été, pour nous, ça veut peut-être aussi dire demain travailler la nuit. Et ça veut dire aussi peut-être regarder les nuisances que ça peut apporter, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'il est nécessaire que toute la profession s'engage. Et moi, je serai moteur, en tout cas, sur le sujet pour que, via la Fédération des travaux publics notamment, on pousse sur ces sujets-là. Alors, voilà, merci Pascal. Je pense que vous êtes dans un environnement de travail. Il y a une question dans le chat. On peut peut-être demander à Magali Picard de prendre la parole. Oui, oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce partage. J'avais une question pour l'entreprise Charrier. Je souhaitais savoir si, au-delà des conditions de travail, l'entreprise a-t-elle entrepris par rapport à vos réflexions de poursuite d'activité dans les années à venir face aux épisodes de très forte chaleur? Est-ce que vous avez mené des diagnostics ou en tout cas une piste de réflexion quant à l'adaptation en général via l'ADEME ou bien la BPI France ou tout autre, en tout cas, dispositif pour cartographier ces risques? Alors, pas du tout, mais c'est une très bonne remarque que je prends. C'est vrai qu'on a beaucoup avancé de notre côté. Moi, il est clair qu'aujourd'hui, l'envie, elle est de continuer à vraiment travailler sur le sujet, à réfléchir. Je vous ai parlé de l'annualisation qui, pour nous, potentiellement est un outil, un levier pour permettre de traiter ces sujets-là. Je pense qu'il y a un autre levier aussi, c'est former notre personnel.
j'en ai pas parlé, mais on a parlé des bracelets coups de chaleur. Ça sensibilise d'une certaine façon. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on forme parce que les risques associés aux fortes chaleurs, elles sont énormes. On parle notamment de tout ce qui est par rapport à la sécurité, de tout ce qui est comment dire quand vous êtes fatigué parce que vous avez mal dormi, parce que chez vous il fait très chaud, vous n'êtes pas forcément très en forme pour travailler. Et puis les risques de sécurité, c'est là où ils arrivent le plus vite, quoi. Donc, pour répondre à votre question, c'est plutôt non, mais c'est une très bonne remarque parce que ça m'intéresse, parce que je suis en plein dedans, parce que on met en place des choses, mais je pense qu'il faut qu'on continue à avancer. Vous voyez, j'avais vu une étude qu'à plus de 38 degrés, le risque d'accident de travail il augmente de 7%, et à plus de 33 degrés, la capacité de travail descend de 50%. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, sensibiliser nos équipes, travailler effectivement peut-être avec des partenaires. Vous avez tout à fait raison, et je veux me le noter, que ce soit l'ADEME ou BPI France, pour qu'ils puissent nous accompagner sur ces sujets-là, parce que ça peut clairement être, en tout cas pour nous, c'est un sujet dans les années à venir. Si on ne peut plus travailler dans nos périodes où c'est là où on travaille le plus, sachant qu'en hiver, maintenant, c'est plutôt la pluie qu'on a de façon assez conséquente. Donc, il faut qu'on arrive déjà à travailler maintenant plutôt printemps, plutôt automne, et qu'on commence déjà à le faire, mais je pense qu'il faut qu'on soit effectivement accompagné. Je prends le point. Je vous en remercie. Merci à vous. Alors moi, j'ai une petite question aussi, si vous voulez bien, parce que vous avez expliqué que au-delà donc de ces risques forte chaleur, vous allez encore plus loin dans votre analyse avec un potentiel changement de modèle économique de votre entreprise. Puisque les saisons fortes d'activité ne seraient plus les mêmes. Je voulais savoir justement, dans le cadre du dialogue social, quelle pédagogie vous faites avec vos salariés, comment ça se passe, comment vous envisagez et comment eux reçoivent les choses, parce que c'est vraiment une transformation quasi de vos métiers. Pascal, tu veux répondre? Parce que c'est peut-être plutôt. Bon, je peux répondre aussi, hein, mais c'est plutôt comment les délégués perçoivent toutes ces choses-là. C'est ça, Madame Barthaud? Parce que je veux juste être clair. Oui, oui, tout à fait. Et comment? Ok. Parce que vous le mesurez, donc ça va impacter votre modèle économique, mais comment les salariés le vivent? Donc oui, peut-être Pascal en premier. Ouais, j'aimerais compléter. Excusez-moi, votre micro, Pascal. Oui, je dirais que les salariés le vivent quand même de mieux en mieux, beaucoup. Alors, le dialogue, déjà, qui est vraiment très efficace et très bon. Et en deuxième lieu, par rapport au programme PEPS, ce qu'on n'a pas dit, c'est que à la base de ce programme, c'est vraiment d'instaurer une culture. Donc, c'est une façon de penser. Ça va mettre du temps, ça va mettre des années, mais ça commence à prendre petit à petit. Et du coup, on a vu que c'est des ateliers de travail et les méthodes de travail viennent des salariés. Donc, dans la compréhension entre les directives que peut donner l'entreprise ou la direction que peut prendre l'entreprise et dans l'application sur le chantier ou dans la compréhension des salariés, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils en font partie intégrante de la réflexion justement du changement du modèle de ce métier qui va arriver dans le futur forcément. Donc on s'y prépare et le changement, je dirais que tout le monde est dans le même bateau et tout le monde va apporter ce changement, que ça parte du bas ou de la direction. Et c'est pour ça que le dialogue est, je dirais, un peu plus simple et plus efficace. Merci, Pascal. Je peux me permettre de compléter juste pour dire que, effectivement, sur le terrain, pour y être assez présent, je vois bien que nos salariés ressentent le besoin d'être accompagnés, ressentent le fait que ça va être de plus en plus compliqué pour eux de travailler dans ces périodes-là. Pascal, il faudrait couper votre Pascal, micro. Voilà. excuse-moi, ouais, merci. Et ils sont en attente de solutions. Donc je me dis, ils sont déjà presque prêts, entre guillemets, et ils l'entendent. Quand on a eu des cas notamment de vigilance, même vigilance jaune pendant 5, 6, 7 jours,
Et ben là, même pour nous, ça devient compliqué parce que les organismes ils ont du mal à se reposer, ils ont du mal à, et là, c'est tout autant compliqué pour nous. Donc, donc c'est vraiment ça, ils l'attendent, je pense, et c'est vraiment je pense qu'ils seront volontaires et en tout cas, ils sont vraiment dans cette logique d'écoute et de partage sur ces sujets-là. Et tout ce qu'on met en place, pour l'instant, on n'a pas terminé, je vous l'ai dit, et ça va dans ce sens-là. Et ils sont vraiment très très à l'écoute sur le sujet. J'avais une autre petite question. Est-ce que vous avez fait un benchmark où vous regardez ce qui se passe dans des pays, dans votre secteur d'activité, qui sont déjà plus affectés que nous, je dirais, ou depuis plus longtemps, sur ces vagues de chaleur? Là encore, pas vraiment. Et c'est encore, je vais prendre le point. C'est très intéressant. Sur le benchmark des pays du Sud, notamment, je pense que du sud de l'Europe, il y a des choses à retravailler. Et je l'avais déjà entendu il y a quelques jours, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille par rapport à ça. Mais là, pour l'instant, non. Très bien, nous sommes à 10 minutes. On s'était fixé maximum 13 heures de ce webinaire. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole, hein? Le micro peut être ouvert. Ou Nicolas, souhaites-tu faire Alors, il y a Frédéric Doreau de l'ARACT qui va ouvrir son micro. Frédéric, allez-y. Ouvert le micro et la caméra en même temps, vous voyez. Oui, non, je me posais la question si par rapport aux questions qui se posent sur le terrain pour l'entreprise Charrier, si elle est aussi concernée par un vieillissement de son personnel qui prend de l'âge et le fait comment dire, d'avoir des difficultés ou la question qui se pose du travail en forte chaleur peut-être se poser aussi quand on prend de l'âge, voilà. Donc c'est peut-être peut-être y-a-t-il les deux choses à prendre en compte en même temps. Et le corollaire, c'est avez-vous des actions aussi pour plus large, on va dire, pour gérer cette question du fait peut-être d'une population au travail, d'effectifs qui prennent de l'âge et qui espèrent aller jusqu'à l'âge de la retraite, peut-être, voilà, y compris quand il fait chaud. Merci pour votre question. Je me permets, Pascal, si tu veux compléter après, tu n'hésites pas. Le sujet, effectivement, il est encore plus complexe parce que vous avez rajouté un élément qui est effectivement la réalité. C'est qu'il y a un vieillissement, effectivement, de nos salariés. Alors, bon, nous, on reste quand même sur une moyenne d'âge aujourd'hui à 42 ans, donc il est encore assez jeune. Néanmoins, il faut s'occuper de nos personnels anciens, plus anciens, je dirais. Et déjà parce que c'est souvent eux qui ont l'expérience, donc ça c'est tout le temps, c'est très important et le savoir-faire. Et de deux, c'est comment on les accompagne. Donc l'entreprise Charrier là-dessus, on a été assez novateur, c'est qu'on a mis en place il y a 3 ans un accord retraite pour notre personnel ouvrier notamment, qui permet à nos salariés à 1 an de leur départ en retraite de pouvoir passer à 4/5e, pris en charge 100% par l'entreprise. Donc ça permet déjà de pouvoir soulager la dernière année. Je règle pas tout avec ça, j'en conviens, hein. Et je pense que c'est effectivement dans notre procédure, et c'est tout à fait intéressant ces échanges qu'on a depuis tout à l'heure, parce que je prends aussi beaucoup de ce que vous me remontez, je vous en remercie. Prendre en compte les personnels par rapport à leur âge, je pense que c'est important, et ça doit être pris en compte dans ce cas des fortes chaleurs. Tout à fait. Alors oui, j'aurais pas grand-chose d'autre à dire, mis à part que oui, l'entreprise s'est penchée sur le sujet et que au maximum, on essaye de réduire leurs tâches, même dans ce fameux accord de la retraite. Il y a aussi le fait de bénéficier du savoir-faire des ouvriers qui ont de l'expérience. Donc aussi, un jour par semaine, ils ont la capacité de faire passer leur savoir, tout en ayant, on va dire, une activité un petit peu moindre que sur le chantier. Donc c'est des bonnes choses. C'est un début, c'est un bon début. Nicolas, est-ce que tu veux intervenir? Est-ce qu'on donne encore la parole? Je te laisse conclure peut-être, remercier parce qu'honnêtement, c'était de super qualité. Ce qu'on veut par ces webinaires, c'est montrer des bonnes pratiques.
Je pense qu'on est en effet là sur une entreprise qui est assez vertueuse par rapport à sans doute son secteur d'activité, où on sent qu'il faut entraîner d'autres entreprises à faire la même chose. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Merci évidemment, Monsieur Olivier, pour ce rappel de la réglementation de la loi sur ce sujet. On en aura bien d'autres à traiter dans le cadre de la transition écologique juste. Il y a les conditions de travail, mais il y a aussi l'évolution des compétences. Peut-être même que l'entreprise Charrier a des sujets aussi à nous dire là-dessus, puisqu'on a parlé un peu de formation. Euh, voilà, Nicolas, je te laisse rajouter un mot, puis je ferai une petite conclusion finale pour dire quelle sera la suite de ces webinaires. Merci beaucoup. Je me joins à toi, Frédéric, pour remercier Monsieur Charrier et Monsieur David sur leur témoignage. Merci aussi pour vos questions. Pour nous, c'est la priorité, c'est aussi que vous puissiez témoigner. Je vois qu'il y a quelques remarques qui sont ajoutées dans le chat. Donc, le sujet des conditions de travail est ouvert évidemment avec la thématique des canicules, mais on peut imaginer qu'il y ait d'autres sujets. Et donc, tu vas le dire, Frédéric, la suite de ces webinaires. Donc, on cherchera d'autres témoignages, à produire d'autres témoignages sur d'autres aspects, à la fois de l'adaptation, puisque c'était un peu la problématique du jour, mais aussi sur des questions d'anticipation, notamment en termes de compétences et d'emploi. Et ça pourrait être la thématique de notre prochain rendez-vous. Voilà, tout à fait. C'est donc une première expérience, un premier webinaire sur le dialogue social et les transitions. On espère une série. On va soumettre ce premier test aux autres membres en fait de la conférence sociale régionale, puisque nous avons constitué des groupes de travail, un plus spécifique sur le dialogue social et justement les conséquences de cette transition sur les conditions de travail, mais aussi un autre sur ce dialogue social et les conséquences sur l'évolution des compétences, comme vient de le dire Nicolas. On sera amené à être toujours en binôme, c'est-à-dire une organisation syndicale et une organisation patronale pour l'animation. Donc, au-delà de la CFDT du MEDEF, en tant que secrétaire, on a initié ce webinaire. On demandera donc un avis aux autres pour se retrouver sur les mêmes créneaux, donc 15-25, 1 heure maximum, les derniers vendredis, alors sans doute tous les 2 mois, le temps que nous puissions préparer ça et trouver les bons témoins. Mais merci encore à tous. Et nous allons donc diffuser cette vidéo sur nos réseaux, faire héberger sur le site du Cariforef, mais on l'espère aussi sous une forme que nous allons travailler avec Frédéric Doro ici présent, avec l'ARACT, voilà, et puis sur nos propres réseaux. Merci à tous et à très vite. Et pour le moment, pas dans le show, mais avec certainement d'autres sujets liés aussi à la transition écologique. Bonne journée à vous. Merci.